que quand t'es hypocondriaque, t'aimes un peu plus la vie que les autres. T'aimes tellement la vie que t'as pas envie que ça s'en aille. Je sais pas. Non. Il y a une question de confiance aussi. Tu sais quoi, on va demander à Abdel, parce qu'Abdel, il est avec nous en ligne et on le remercie. Bonjour Abdel, tu vas bien? Oui, bonjour, je vais très très bien. Salut, merci, tout va bien. Merci d'être avec nous. Alors Abdel, toi, t'es un coach hypnotiseur. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, oui. Et t'as l'impression que on a bien compris que pour toi, on va forcément être des tarés, nous, les hypocondriaques, pauvres mortels que nous sommes. Et alors j'ai une bonne nouvelle finalement. Donc c'est aussi ça. Alors on t'écoute la bonne nouvelle. Vas-y. La bonne nouvelle en fait, c'est que nous passons notre temps à nous représenter les choses. Donc c'est-à-dire qu'en fait la réalité n'existe pas. Donc effectivement, nous sommes tous dans des espèces d'imaginaire. Et cet imaginaire, il est soit aidant, parce qu'il nous permet d'être motivés, de faire les choses, soit effectivement c'est un frein et il nous empêche d'avancer. D'accord, c'est-à-dire en gros tu es en train de nous dire que le bon côté c'est l'ambition, de l'imagination. Exactement. Voilà. Exactement. Et le mauvais côté c'est j'arriverai à rien, ça sert à rien d'essayer quoi. Oui, et ben en fait c'est drôle parce que ça rejoint exactement la thématique d'avant là sur le fait de savoir si tout se passait bien en France, si on était bien, et on se rend compte que les Français ne sont pas bien au niveau psychologique. Donc c'est-à-dire en fait c'est pas l'événement lui-même qui est le danger, c'est pas ce que nous vivons, c'est la manière dont on se le représente. Et la bonne nouvelle c'est que d'un claquement de doigts on peut modifier ça. Grâce aux neurosciences, on sait qu'aujourd'hui avec la plasticité du cerveau, on sait qu'on peut recréer de nouvelles façons de penser et qui peuvent recréer une nouvelle réalité. Alors, c'est marrant ça. Oui, juste à titre perso. Donc moi je suis coach, j'interviens en entreprise avec les sportifs et puis je m'éclate dans l'hypnose parce que justement ce qui me fait vraiment kiffer pour utiliser un terme de jeune, c'est de voir le regard des gens se modifier. C'est-à-dire qu'une phobie peut être traitée en 3 minutes, 4 minutes. Un blocage, une angoisse peut de la même façon. Alors après il y a une relation de confiance à avoir, il y a une façon de faire et donc qui permet en tout cas de basculer très rapidement. Voilà, vers quelque chose de plus confortable. C'est-à-dire intéressant. Alors oui, mais alors comment? C'est-à-dire que toi, comment en fait, c'est en accédant au subconscient. Alors, il y a une façon d'y accéder, soit avec, en fait, la notion de suggestion, ça veut dire ce que je me raconte. C'est-à-dire que plus je me raconte des choses et plus ces choses deviennent ma réalité. Plus je me dis que je suis hypocondriaque, plus je renforce cette idée, plus je renforce la connexion. Donc, ça veut dire que je renforce l'émotion qui va avec et donc le comportement qui va avec. En revanche, si je travaille sur la suggestion d'une façon complètement différente, c'est-à-dire, OK, mais est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu te sens bien? Donc, je vais orienter la pensée différemment. Et en fait, quand je vais me retrouver confronté à la situation qui me pose problème, le fait d'être... je m'en doute. Non, c'est moi, Abdel, pardon de te couper, mais on s'en doute un peu. Mais ce que je veux te dire, c'est que parce que c'est facile à dire, sur le principe, je te suis à 100%, mais comment y arrive? En mettant les gens sous hypnose. C'est ça. Alors il y a le côté spectaculaire un peu comme ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire c'est la notion d'induction. Moi j'aime bien les inductions rapides parce que si on utilise ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, dans laquelle on va faire fermer les yeux aux gens. Oui, moi je l'ai fait une fois pour arrêter de cloper, ça une demi-heure après je fumais. Ça a pas du tout marché. Voilà. Moi je viens et je te fais la démonstration. Mais est-ce que tous les gens, moi j'ai l'impression que ça marche pas sur moi l'hypnose. Il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs à l'hypnose quand même. C'est ça. Est-ce que tu peux Alors oui, dans la définition du spectacle, parce qu'en fait, on a une image de l'hypnose par rapport au spectacle, c'est-à-dire la notion d'induction rapide, effectivement, quand on va voir un spectacle, il y a des gens qui viennent pour voir un spectacle, d'autres qui viennent vivre l'expérience. Donc ça veut dire qu'on va rester à un niveau de conscience maximum. En revanche, l'état hypnotique, tout le monde rentre sous hypnose. Alors si, à une condition, qu'on n'ait pas de cerveau. En fait, les mécanismes du cerveau, c'est exactement le même, c'est comme un moteur de voiture ou un ordinateur, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes mécanismes. Est-ce que ça veut dire que là, tu es en train de nous dire, Abdel, non mais j'ai compris, mais ça veut dire que tu es en train de nous dire que tu peux hypnotiser tout le monde, on est d'accord? Oui, je peux apprendre aux gens effectivement à rentrer dans cet état parce que chacun d'entre nous le fait déjà seul 7 à 8 fois dans la journée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 90% des choses dont on pourrait se débarrasser seul et c'est ça qui me passionne. Ça, c'est incroyable. C'est fou ça. Ouais, c'est marrant. Oui, moi faut faire quoi? Si vous voulez, je viens vous faire une démo et puis voilà. Viens. On est là jusqu'à 16h. Non, mais il est loin. Mais je suis en rendez-vous sur Lyon là. Je suis en rendez-vous sur Lyon. On va prendre rendez-vous avec toi. On va faire ça. De toute façon, disons-le, vous connaissant Philippe Curat, on va en reparler.
Donc on aura l'occasion. Mais bien sûr, on va te faire venir Abdel, parce que c'est par exemple, alors donc tu prétends, c'est pas du tout c'est pas une invective, hein, non. mais tu penses que tu peux. Est-ce que tu conduis? Ouais, je conduis, ouais. Est-ce que ça t'arrive d'être ailleurs quand tu conduis? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est un état hypnotique. En fait, le cerveau se déconnecte parce que la différence entre l'état hypnotique, l'état de conscience modifié et l'état de conscience maximum, c'est qu'en fait, le cerveau, en fait, son seul rôle à lui, c'est de nous rendre service. Alors, pour nous rendre service, donc, il va se déconnecter pour que tu économises de l'énergie. Donc, c'est déjà d'un point de vue écologique, c'est intéressant. En revanche, quand on a une peur, c'est aussi une façon de nous rendre service. Quand on a une phobie, quand on a quelque chose, en fait, il met une alerte en disant attention. Il va se passer quelque chose de nouveau pour toi ou de dangereux. Sauf qu'on n'est plus à l'époque de Cro-Magnon, c'est-à-dire que nos vies ne sont plus en jeu de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que c'est pas une question de vie ou de mort. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la représentation qu'on se fait des événements dépasse l'événement lui-même. Et c'est pour ça que quand on dit aux gens qu'il faut avoir des pensées positives, qu'il faut ça je suis d'accord. Voilà. Mais je suis d'accord avec ça. C'est dans l'idée de construire cette réalité que bon alors Abdel, on t'a compris. Oui. Alors pardon. D'abord c'est génial, bravo. En plus pour ta façon d'expliquer qui est extrêmement claire. Alors ça veut dire que toi par exemple, aide-nous là parce que on est quelques millions d'hypocondriaques et puis en ce moment on n'est pas à la fête. Hein, c'est-à-dire que c'est une période de cauchemar quoi. Le coronavirus, c'est l'interprétation qu'on s'en fait. Mais enfin c'est quand même flippant parce que on est en train de nous dire tous les jours attention, le président chinois il s'exprime toutes les 20 minutes, t'as l'impression que on a affaire à zombie là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas flipper. Le minimum qu'il faut faire, c'est effectivement, alors c'est comme toute chose, tout événement, c'est-à-dire faire la différence entre les éléments objectifs et subjectifs. Tout à l'heure, vous avez parlé en termes de statistiques. Si, par exemple, on est dans le cas où il y a 1 million de personnes qui sont touchées, c'est pas la même chose que de dire il y en a 2. Ouais, c'est vrai, exactement. Donc, en fait, il faut toujours se référer à des éléments objectifs. Et sauf que, pour le coup, le cerveau humain, à travers ce qu'on appelle les biais cognitifs, la distorsion de l'information, en fait, le cerveau va aller chercher. En fait, c'est le bordel dans le cerveau, si je devais résumer. Ah ça, dans le mien, je te le confie. Dans le nôtre. Non, mais dans le nôtre, d'une façon générale, c'est le bordel. Et en fait, le cerveau va se raccrocher. Alors, ça, c'est hyper important. Il va se raccrocher à nos croyances les plus fortes. Quand une idée devient forte, ça devient ma réalité. Je vais prendre un exemple tout bête. Si je crois aux fantômes, tout ce que je vais vivre autour de moi va me faire rappeler cette idée de fantôme. Oui, mais alors tu pourrais dire la même chose sur la foi. Tu peux me dire la même chose. J'ai pas envie de foutre le bordel. Non, mais voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un grand débat. Oui, mais je suis d'accord. C'est un grand débat. Alors pour le coup, on va laisser les religions de côté parce que c'est un autre domaine. Mais l'idée de la croyance est à peu près la même chose, c'est-à-dire une idée forte. Attends, Abdel, tu te doutes bien que je suis absolument passionné. J'imagine comme ceux qui nous écoutent ce que tu racontes. Alors reste un tout petit instant si tu le permets. On fait une courte pause, mais je veux absolument t'entendre nous raconter ça. On va reprendre Abdel en ligne. Tu es toujours avec nous, Abdel ? Oui. J'en profite pour raconter une histoire que j'ai déjà racontée, mais que je salue parce que c'est une histoire condensée du meilleur hypocondriaque de France, qui est un de mes potes, qui s'appelle Stéphane, qui a une plage à Sainte-Maxime, magnifique d'ailleurs, la plage de Sainte-Maxime, et qui l'année dernière est quand même rentré à la pharmacie en disant qu'est-ce que vous avez comme nouveauté. Ça, c'est-à-dire ça, je peux crever de rire quand on voilà, ça c'est absolument dément. C'est une histoire, il est vraiment. Mais en même temps, le mec est médecin, c'est-à-dire que il a tellement tous les symptômes qu'il commence à devenir. Il a des connaissances, quoi. Il a des connaissances, évidemment. Il a des médocs, il a ce qu'il faut, il sait analyser ce que t'as. C'est extrêmement drôle. Mais c'est toujours dangereux, évidemment. C'est pour ça que tu viens manger chez lui tous les midis. Je l'adore. Je l'adore. Ça serait intéressant de savoir. C'est bon d'être avec un mec qui te comprend. C'est ça. Ça serait intéressant de savoir s'il est devenu hypocondriaque en étant médecin ou s'il est devenu médecin. Non, lui, il est pas médecin du tout. Il est plagiste. Enfin, il est plagiste. Ah, pardon, autant pour moi. Non, il y en a un autre médecin, mais on n'arrive pas à le joindre. Mon Marcel, mon copain, médecin, parce qu'aujourd'hui, il est pas dispo. Il doit opérer quelqu'un qui a vraiment un truc. Tu vois, ce qui est pas. Oui, ça arrive aussi. Il est sûr. Oui. Non, c'est un médecin. Il a fait des études et tout ça, hein, tu vois. Alors, Abdel, lui, plutôt que il a une formule qui est pas mal. C'est-à-dire que plutôt que de traiter les hypocondriaques, il veut attaquer le mal à la base, c'est-à-dire de dire arrêtez d'être hypocondriaque. Mais moi, j'ai une question, Abdel. Si tu arrêtes d'être hypocondriaque, est-ce que tu vas pas compenser cette angoisse-là avec une autre? C'est-à-dire, est-ce que il y a pas un équilibre naturel qui fait, par exemple, moi, une fois, j'ai été voir un psychiatre, je lui disais, me niquez pas mes névroses, c'est mon fonds de commerce. Tu vois,
comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ce qui me fait écrire des films, des pièces de théâtre, etc. Donc tout d'un coup, tu veux pas être complètement sain, tu dis merde, je vais plus avoir rien à voir à raconter. Tu vois? Alors Abdel, est-ce que ma question elle est juste ou pas? Est-ce que tu vas compenser un truc ou au contraire tu vas finalement être très très bien sans aucune autre compensation? Ouais, non, mais en fait, elle est hyper intéressante. Ta question, en fait, moi, je vais la prolonger. Elle va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, en fait, elle remet en cause, en fait, toute notre définition de la notion de réalité et de vie d'une façon globale. C'est-à-dire que, en fait, au final, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à un moment donné, c'est très intéressant parce que quand on arrive à définir la vie comme étant aussi bien de la difficulté comme des bons moments, donc dans la recherche du bonheur et du bien-être, ben en fait, on se rend compte que finalement, le fait qu'il y ait des obstacles, ben en fait, ce ne reste qu'une étape. Moi, par exemple, quand je travaille avec des gens en termes de coaching, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent leurs propres freins, comme un peu dans ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, il y a l'autosabotage, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, moi, je commence par supprimer certains mots de leur vocabulaire, c'est-à-dire qu'au lieu de parler du mot problème, je vais leur dire, à partir de maintenant, décris-moi la situation. C'est con comme truc. Non, ça je suis d'accord avec toi. Les mots ont un sens. Ouais. Exactement. Juste psychologiquement, le fait que la personne décrive une situation et ne soit plus dans la représentation d'un problème, déjà, on note déjà quelque chose en termes de changement dans sa façon d'exprimer les choses et tout. Alors, la seule chose, c'est qu'en fait, on est tiraillé. C'est parce que le côté cognitif, la pensée, le mental est connecté à l'émotion et est connecté à un comportement. Quand je raconte une histoire, j'associe une émotion et j'associe le comportement. Donc, quand je raconte quelque chose qui ne fonctionne pas, donc de la fameuse spirale de l'échec, en fait, j'associe automatiquement l'émotion qui va avec. Et donc, imaginez, quand je raconte ça à ma famille, je raconte ça à mes potes, je raconte ça à mes amis, je passe ma journée à faire ça. En fait, un champ qui était complètement vierge, quand je passe tous les jours et que je traverse ce même champ, tous les jours, je raconte la même histoire, ça devient une autoroute. Et donc, c'est pour ça que les gens deviennent prisonniers de leur vie, en fait. En fait, ils ne deviennent pas prisonniers de leur vie, ils deviennent prisonniers de leur façon de percevoir les choses et de les traverser. Non, mais tout ça, Abdel, fait vachement de sens et t'as raison. Au même titre qu'il y avait un exemple qui était pris dans Les Petits Mouchoirs, film que je connais bien pour des raisons que vous imaginez. Il y avait c'est pas du tout une connerie, ça, cette histoire de l'expérience avec le riz. Tu sais, si tu prends du riz que tu mets dans deux bocaux différents, deux bocaux différents, et qu'il y en a un à qui tu dis des mots d'amour tous les jours, il paraît que le riz reste vachement bien. Et si à l'autre tu l'insultes, le riz pourrit beaucoup plus vite. Tu vois, c'est-à-dire que les mots, et ça, je dis ça, c'est tout à fait sérieux parce que à Harvard, ils ont même ouvert un département là-dessus. Alors, il faudra que tu me retrouves ça, Rémi, mais de mémoire, je vais te le citer. Ils se sont rendus compte de changements de la nature très évident après le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'après les attentats, le monde entier était en deuil, n'est-ce pas? Et que ça a provoqué des effets sur la nature. Et aujourd'hui, ils sont en train d'étudier ça très très sérieusement sur l'énergie de la pensée et l'énergie de ce que tu envoies. Et ils ont ouvert un département. Et quand tu ouvres un département, c'est-à-dire que c'est une science reconnue. Par exemple, il semblerait qu'avec des mêmes personnes enfermées dans une pièce pas très longtemps, pendant que la glace va se former, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'eau dans un bac à glace, toute la durée de la glace, de la prise de l'eau en glace, ils demandent aux gens de dire des trucs positifs, de s'échanger des mots d'amour, et les cristaux de glace sont parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont très harmonieux, sont beaux. On fait la même expérience avec les mêmes gens, c'est-à-dire le même temps qu'il faut pour que l'eau se transforme en glace, et les gens s'insultent et se disent mauvaise chose. Les cristaux de glace sont tout à fait irréguliers et dégueulasses. Donc tu vois, et c'est parti de là, et cette expérience-là fait qu'on ouvre un département. Il y a un nom à cette science qui m'échappe, pardonnez-moi, vous qui nous écoutez, qui êtes plus intelligent que moi, n'hésitez pas à me le dire, ou plus cultivé, n'hésitez pas à m'envoyer ce mot, mais c'est une science, Abdel, hein, tu vois. Donc oui, alors juste une info, en fait, ce qui nous pose problème dans la vie de tous les jours, c'est qu'on a le sentiment, d'ailleurs on entend les gens le dire tout le temps, moi j'aime bien tout contrôler, moi je suis réaliste, et en fait l'humain est tout sauf réaliste. Et nous sommes tous sauf conscients, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui nous dirige à 95%. Et d'où la problématique, en fait, de la notion de prise de conscience. Quand on prend, par exemple, un fumeur, il y a marqué sur le paquet de cigarettes, fumer tue. Naturellement, les gens ils vont vous dire spontanément, ouais, non, mais ça, je le sais. Mais c'est pas une histoire de connaissance, c'est une histoire de prise de conscience. Est-ce que réellement, si je te mets devant un camion qui passe à 200 km/h et je te balance devant, est-ce que tu es prêt à mourir?
Si tu me dis oui, comme pour un paquet de cigarettes, c'est que le niveau de conscience n'est pas assez élevé. Paradoxalement, par rapport au camion, la personne va dire non, mais par rapport au paquet de cigarettes, elle va dire bah oui. Bah c'est ça la notion d'inconscience. Et c'est tout ce travail-là qu'on a à faire. Donc l'hypocondrie, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est ma représentation primaire qui va s'exprimer spontanément. Et après, oui, je peux mesurer un décalage au niveau du comportement et me dire c'est complètement ridicule. Toutes les phobies d'ailleurs. Ouais, moi, je connais des gens, ils sont rugbyman, ils voient une souris, c'est bon, hein, c'est pas la peine de leur mettre. Ou une araignée. Voilà, ou une araignée. Abdel, t'es passionnant, vraiment, mon copain. Tu vas revenir. On va. De toute façon, on n'a pas fini d'aborder ce genre de sujet, donc tu reviendras avec nous. Peut-être qu'on t'appellera si tu es d'accord et on t'invitera à venir en studio avec nous. En tout cas, avec plaisir. Termine, si tu veux bien, essaye de conclure en nous rassurant. Il y a aucune raison pour qu'on s'inquiète, toi qui as l'habitude de ça. Toi, t'es pas inquiet par le coronavirus, par exemple? Pas du tout. La seule chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire revenir à des éléments objectifs, quantifiés, et toujours quantifiés. Voilà. C'est-à-dire, ok, quel nombre de personnes, et ensuite, même si on a quelque chose de cet ordre-là, une phobie très très sévère, ça se traite très rapidement. On peut tout de suite rebasculer vers quelque chose de mieux. Voilà. Je te remercie, Abdel. Ouh là là, on respire, hein, ça fait du bien, on t'embrasse très très fort, mon Abdel, et à très vite, et reviens quand tu veux.